La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Vous êtes attiré par un Chevrolet ou bien un GMC? Vous êtes séduit par un Dodge, Ram ou bien un Jeep? Maintenant, dans la grande famille Payet, plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. OK. Payet! Bienvenue dans cette édition de l'Épingle, édition Grand Prix de Chine. Quel week-end de course auquel on a eu droit. On espère, chers fans de F1, que vous avez apprécié le spectacle de cette première course sprint. C'est vraiment vous dire quelque chose pour que moi, je vous dise que le spectacle de la course sprint était... Le Grand Prix était incroyable. Pierre-Alexandre Girard, Jean-Maxime Sans Souci. Pierre-Alexandre, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Greg? Ça va bien, merci. Est-ce que, comme moi, tu as apprécié ce spectacle-là en Chine ce week-end? J'ai adoré. J'ai adoré parce que ça a été tranchant. Il y a eu beaucoup de héros, puis il y a eu beaucoup de zéros. Oui, et il n'y avait pas dans le milieu. Non. C'était un des deux. Jean-Maxime Sans Souci? L'événement est incroyable. Honnêtement, j'ai adoré le week-end sprint. Vous me connaissez, j'adore ça, mais là, ce week-end, c'était vraiment encore plus excitant. Les qualifications du sprint sous la pluie, le leader s'est décidé jusqu'à la fin. Le sprint lui-même était vraiment extraordinaire aussi. Hamilton était dans le mix et la course était vraiment bien. Des petits incidents, des dépassements, des stratégies d'arrêt au puits qui ont changé le rang des pilotes. Donc, c'était un week-end réussi, messieurs. Rocambolesque. Et quel retour en Chine. Commençons par ça. On analysera bien sûr tout le long du week-end la course sprint en soi, la course également du dimanche ou du samedi. Ça dépend à quel moment vous l'avez regardé. Et aussi, tu as parlé des héros et des zéros du week-end. Il y en a plusieurs. Il y a eu des héros, dont Lando Norris, par exemple, et des zéros, dont... Je suis désolé, j'ai été son plus grand ardent défenseur depuis plusieurs années. Mais Lance Stroll a été le zéro du week-end. Le dindon de la farce, malheureusement. Et on va vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Puis à la fin, on vous réserve des surprises, notamment des dernières nouvelles de dernière minute, des dernières rumeurs concernant le marché des transferts des pilotes. La situation de Max Verstappen, c'est pas parce que l'eau est calme présentement chez Red Bull que ça veut dire que ça brasse pas. C'est un petit peu une situation de canard présentement. Tout a de l'air cool à la surface, mais en bas, ça pédale solide. Mais d'abord, quel retour en Chine. On dirait que j'avais oublié à quel point ce circuit-là peut nous offrir quelque chose de spectaculaire. Ça avait mal commencé en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on disait qu'on avait simplement peinturé certains endroits problématiques du circuit. Finalement, non, c'est une technologie asiatique qu'on a utilisée là-bas. Moi, je pense que oui, on connaissait le gagnant de la course avant que ça arrive. C'était sûr que ça allait être une Red Bull qui allait l'emporter et 95% de chance que ce soit Max qui remporte ce Grand Prix-là. La course sprint nous en a donné du solide spectacle, autant au devant de la parade qu'en arrière, et la course également. Tu nous as donné tes impressions rapides. Pag, vas-y donc avec toi qui es un grand fan de F1 depuis tellement longtemps. T'ennuyais-tu d'abord de ce circuit-là et es-tu agréablement surpris de ce retour? Oui, puis il y avait beaucoup de choses qui nous empêchaient un peu de prédire ou de prévoir le outcome, le résultat de la course ou le résultat des événements. Puis en plus, il y a eu beaucoup de conditions changeantes avec la pluie. Ça a commencé avec les qualifications en sprint, avec la performance incroyable de Lando Norris, dont le tour a été controversé. Greg, je t'ai vu tweeter à propos de ça en fin de semaine. Oui. OK, continue. Oui. Puis il y avait aussi jamais eu de resurfaçage de cette piste-là. Et donc, mais par contre, elle a été réparée à certains endroits. Donc, les pilotes ont mentionné qu'au sein même d'un même virage, l'adhérence était complètement différente en entrée, dans le virage et en sortie. Donc, le talent du pilote allait vraiment ressortir en fin de semaine. Puis, étant donné aussi la pluie, les conditions changeantes, comme je viens de le dire, on a vraiment vécu un week-end haut en rebondissement de toutes les sortes. Puis, comme je disais, des performances héroïques.
On a juste à penser à Alonso avec sa stratégie différente en course. On a juste à penser à Lando avec son tour de qualification qui est 1,2 secondes plus rapide. On a juste à penser à justement, Max, il faut quand même. Ouais, il faut quand même le souligner. Dans la course sprint, tu veux dire? Max dans la course sprint et aussi dans la course régulière, sa domination était vraiment... c'était marquant là, en fin de semaine. Oui, ça pouvait être plate, entre guillemets, mais d'avoir aussi bien géré 2 relances de course, puis de jamais se sentir menacé, c'était quand même exceptionnel. Je trouve qu'on est bon, avant Jean-Max, que tu rebondis, je trouve qu'on est bon en F1 maintenant d'avoir compris qu'on sait que Max Verstappen va l'emporter et de loin, il n'y a pas de course là. Alors, de mettre en lumière les histoires derrière le meneur, derrière le gagnant, déjà grand désigné, qui domine présentement encore une fois. Donc, j'ai trouvé, et surtout au Grand Prix de Chine, oui, les pilotes ont aidé, mais de mettre l'attention médiatique ailleurs et de montrer plus d'autres pilotes et ce qui se passe en course présentement. Et savez-vous qui, pour moi, a été mon héros du week-end? Ça aussi, c'est une journée de première aujourd'hui. Essaye de deviner? Zhou Guanyu? Non. Le héros du week-end? Tu le trouveras pas, mais je parle. Non. Ça commence par Nico, ça finit pas par Hülkenberg. Rosberg, oui, Nico Rosberg aussi. Il Je suis est tellement content. formidable. Ouais. Formidable. Et et ça y prendrait peut-être un meilleur sens de l'humour. Avez-vous vu quand il s'est fait piquer au début de la fin de semaine? Il disait Charles Leclerc n'a pas l'air d'être le type de coéquipier qui s'en va s'ostiner avec son coéquipier. Et Damon Hill lui répond contrairement à toi, Nico. Il a répondu c'est pas très gentil de dire ça en direct. Mais ce qui l'amène comme point, là, écoute, honnêtement, si je suis Sky Sports, je connais pas le contrat de Brundle pour l'année prochaine. Mettez-moi Nico Rosberg là. Si lui, il veut, là, parce que là, on sait qu'il a quitté la F1. Il est dans un paddock à tous les courses, finalement, pareil. Là. Mais mettez-moi ça avec Crofty l'année prochaine. Là. C'est du bonbon. On n'enlève rien ce qui se fait ici à RDS également. Mais bref, pour moi, ça a été un plaisir d'écouter la... Et en fait, savez-vous quoi? Je ne l'ai pas écouté en direct, la course. Bon, me lever à 3 h du matin, ça va être beau. Là. Sur le décalage horaire, c'était correct, mais là, je suis revenu. C'est la première course que, même si tu l'écoutes en différé, il y a des endroits, tu te dis, bof, safety car, je peux peut-être avancer ça un peu. Je ne voulais pas l'avancer, même pas de 10 secondes pour ne pas manquer une seule intervention de Nico Rosberg qui amène des points techniques excessivement intéressants. Mais parmi les... Excuse-moi, Jean-Max, là, on dirait que ça fait 2 fois que je parle en premier, mais parmi les zéros en fin de semaine, puis juste pour ajouter à Nico Rosberg, il y a la FIA. Puis pour une fois, on avait le commentaire d'un champion du monde qui vient critiquer la FIA que tout le monde était capable de se faire sa propre opinion, que souvent la FIA prenne des décisions douteuses. Puis là, lui, de renchérir sur ces décisions-là douteuses et de tout de suite dire que ça n'a pas de bon sens. J'ai trouvé que c'était vraiment t'as Jacques Villeneuve qui le fait en français, mais là, d'avoir le diffuseur officiel, mondial, Sky Sports, c'est F1 TV aussi, qui s'en va critiquer la FIA, effectivement. Il avait raison de le faire. Là. Tu parlais de Lando, là. Lando, sur d'autres circuits, notamment à Bahreïn, son tour est effacé. Parce que le suivant, je veux dire, on note un avantage. C'est quelque chose que je comprends pas du tout. T'sais, comment tu peux... C'est comme si tu dis, dans la Ligue nationale, à Pittsburgh, l'accrochage, on l'appelle, puis à Montréal, c'est pas un 2 minutes. C'est parce que c'est complètement ridicule. On parle du fameux tour de Norris. Oui, et expliquons, soyons plus clairs. Lando Norris a eu un tour qui était... il y a un temps qui a été effacé sur son tour où les 4 pneus sont sortis complètement des limites de la piste. Mais sur la majorité des autres circuits de Formule 1, le tour suivant est également effacé. Parce qu'on juge qu'il aurait eu un avantage de prendre la courbe différemment pour recommencer le tour suivant. Exactement. En Chine, c'était pas le cas. Les arbitres, écoute, l'arbitrage dans le sport, c'est toujours discutable. Ce qui arrive en F1 aussi, c'est qu'il y a un certain règlement, on dirait, qui dit que le directeur de course se réserve le droit de prendre une décision inopinée s'il y a des circonstances qui pourraient changer le setup de la course à ce moment-là. Et je pense qu'on s'est dit, ça ne lui a pas donné d'avantage finalement de déborder parce qu'il y avait 2 roues dans les roches finalement.
Mais ce type de règlement-là ne devrait pas être C'est ça, interprété. Exact. Tes 4 roues dépassent à cet endroit-là. Ton temps est effacé et le tour suivant également. Si c'est ça que vous faites comme règlement, si toutefois c'est simplement le tour auquel tu as dépassé, tant mieux, ce sera ça. Mais Et ça change ça ne tout. devrait pas changer en tant que circuit. Là. Il dépasse et son tour est cancellé. Il ne part pas. Dites-moi pas qu'il n'y a pas eu d'avantage. Non, c'est que le directeur de course doit, avant chaque événement, dire s'il y a une particularité au circuit. Et ça fait partie des particularités de chaque course. Donc, avant chaque événement, le directeur de course donne ses règlements. Puis ça fait partie des règlements qu'il faut donner. Est-ce que le tour précédent, si tu sors de la piste et que tu gagnes un avantage indu, est-ce qu'on cancelle ton tour qui va suivre? Et puis cette fois-ci, en fin de semaine, il n'y avait pas été mentionné que le règlement aurait été interprété de cette façon-là. C'est pourquoi on l'a réinstauré. Puis, selon Andrea Stella, ça aurait fait perdre 3 dixièmes à Norris, cette excursion hors piste. Puis j'ai pas de misère à le croire parce qu'on est dans l'accélération. Et ça demeure logique quand même qu'on tente de s'adapter à chaque circuit aussi. J'étais un peu mitigé, mais bon, disons qu'il a été chanceux sur celle-là. Moi, on devrait pas avoir... On peut pas commencer à faire ça. Parce qu'il... Bref. Tu sors des limites. Tu sais, s'il y a des limites de la piste, il y a une raison pour celle-ci. Tu sors des limites, ton temps est effacé. Si tu décides que c'est le tour suivant, c'est ça. Et peu importe le circuit, si c'est un avantage, un désavantage, ça sera ça. Au Xbox, là, c'est une pénalité. OK? Parlant d'Xbox, mais parlant d'Xbox quand tu joues, là, ou PlayStation 5 ou peu importe, on tient à remercier Best Buy. Oui. Et le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique dans lequel nous sommes présentement, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles sur lesquels nous sommes assis présentement. On vous encourage à encourager, bien sûr, l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch, Lachigan. La FIA, oui, bon, ça, on en reparlera aussi. Je pense qu'on a été très sévère tout au long du week-end. Ce que j'haïs pas, d'ailleurs, de mettre des pénalités comme ça. Ça me semblait être un Grand Prix qui est allé d'un bord puis de l'autre. Finissons avec la course sprint d'un bord puis de l'autre au niveau des comportements des pilotes, on dirait, sur la piste. Là, c'était très, très divertissant de voir ça. Lewis, ça fait du bien de le revoir devant. On dirait par contre que Red Bull joue des tours avec nous. Max qui sac littéralement dans sa voiture en disant « Je suis pas capable de mettre de l'énergie dans ma voiture. Qu'est-ce qui se passe avec la batterie? » Et de façon magique, au 9e tour, là, c'est comme si Red Bull ont dit « Attends, voilà un défi. » Là, on t'a activé le bouton. Ah, excusez, j'avais oublié de peser sur le bouton. Là, tu peux y aller. Il finit 13 secondes devant Lewis. C'était complètement ridicule. Bien, évidemment, quand il a sacré live, c'était pas intéressant comme d'habitude. Et là, on lui dit mode 8, max. Et semble-t-il que le mode 8 a clairement fonctionné parce qu'après ça, la situation a été réglée. Puis quand il a fini par dépasser Alonso, Norris et Hamilton, dis-je bien, il a fini à 13 secondes en avant. Avec 10 tours, là. Oui, c'est ça exactement. Dans une course sprint qui est plus courte. Il mange la piste. C'est incroyable. Cette voiture-là est tellement balancée qu'on soit dans une course où il faut de la vitesse comme à Monza ou une course où il y a des virages comme à Shanghai à moyenne vitesse ou aussi à très basse vitesse où il y a des longs virages interminables. La Red Bull est toujours aussi dominante. C'était bon de voir la pluie, qu'on appelle le grand égalisateur, arriver et de voir Lando, Lewis et Fernando en avant. Et Max aussi. Mais je pense que la voiture Red Bull se prête un petit peu moins bien aux conditions de pluie. Là. Ça, il y a tout un accès technique là-dedans que je ne maîtrise pas à 100%. Mais c'est ce que j'ai semblé lire. Mais de voir ces gars-là devant. On parle de Lando, à quel point c'est un grand talent sur le circuit. Puis qu'on l'oublie souvent dans cette ère dominée par Max Verstappen. Les McLaren sont très rapides. On était devant Ferrari en fin de semaine. J'aurais aimé ça voir Oscar Piastri sans dommage voilà, à la voiture. J'allais dire débris. C'est à peu près ça.
mais c'est ça, dans cette ère dominée par Max Verstappen, Charles Leclerc, notamment parmi ces jeunes-là, Lando est souvent oublié, puis de voir qu'il peut faire sortir son talent dans un endroit. Et c'était sa première fois aussi au Grand Prix de Chine. Puis c'est ça, il y a eu, comme je disais au début du podcast, il y a eu beaucoup de héros puis de zéros. Puis justement, dans la course sprint, souvenez-vous du départ où est-ce que Hamilton a eu un premier virage absolument... La manœuvre du vétéran. C'est digne du meilleur de tous les temps. Là, il va juste... Évidemment, j'ai manqué le point de corde. Et Lando, ben oui. Ça c'est Lando qui est très très critique habituellement. Oui. Il a dit non, c'était son erreur à Lando. C'était mon erreur, j'aurais pas dû me mettre là, puis Lewis a été parfait. Là. Puis tu sais, le circuit de Chine, les pilotes l'adorent parce que c'est une configuration tellement unique. Exact. Tu l'as dit tout à l'heure, les virages il y a des séquences vraiment particulières qui vont demander que tous les aspects de la voiture soient forts. Tu sais, des très longues lignes droites, autant que des très longs virages. Donc, c'est comment tu vas transporter le plus de vitesse dans toutes les séquences de virage, dans toute la longueur du virage. Puis on a vu ce qui était vraiment intéressant en fin de semaine, puis très visible, c'est les lignes de course différentes que les pilotes empruntaient. Ouais. Fernando qui était plus souvent à l'extérieur du premier virage, alors que Verstappen, lui, était carrément sur le vibreur. Ouais. C'était vraiment intéressant à regarder. Fait que je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui méritait l'attention du spectateur. Puis la Formule 1 va s'en sortir grandi de cette fin de semaine. Et pour compléter là-dessus, je l'avais remarqué aussi, mais Nico Rosberg aussi, il l'a mentionné au moins à 2 reprises. Il dit, regardez comme c'est intéressant, les pilotes prennent des angles différents pour attaquer certaines courbes, pour essayer de se donner un avantage, pour avoir davantage d'air propre, là, clean air, comme on appelle. Donc, c'était bien pour ça. Puis, Nico Rosberg aussi, je l'ai adoré. Je suis content que vous vous en rendiez compte. J'ai tellement aimé son input, son point de vue. C'était tellement intéressant. Il commentait live le comportement d'un dit pilote en disant « Oh, regardez, là, ici, une petite erreur de Hamilton. Je pense sa balance de frein avant était mal ajustée. C'est pourquoi il est sorti comme ça dans tel virage. » Ou « Oh, regardez ce qu'il vient de faire. Sainz, ouais. Il a downshifté pour... » En tout cas, c'était... Pas sûr que tout le monde chez Sky Sports a été super content parce qu'ils en ont contredit plusieurs. Il est assez tranchant, hein, aussi. Il est assez tranchant, mais, tu sais, faut faire attention toujours lorsque quelqu'un, tu sais, tu venais ajouter... Là, on donne des petits techniques médias, mais tu vas venir ajouter à ce que ton coéquipier va dire, pas dire non, c'est pas ça, c'est ça. Et il l'a fait notamment une fois en direct des puits. Justement, je me souviens plus c'est qui l'expert qui est dans les puits. Ted Kravitz. C'est Ted Kravitz qui était là, qui a donné des informations. Et Nico Rosberg est venu non seulement le contredire, mais il est venu dire exactement c'était quoi. Il est assis dans le boot en haut. Là. C'était moi, si je suis Ted Kravitz, il a dit écoute, mon chum, tu m'en fais plus jamais ça. Ajoute, tu veux donner les bonnes informations, mais Ted Kravitz a donné probablement les informations qu'il avait à ce moment-là. Mm-hmm. Et de se faire contredire comme ça, c'est du bonbon pour l'auditeur, le téléspectateur qui regarde ça et qui, moi, j'ai appris énormément en fin de semaine. Oui. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte. Je suis désolé, tout le monde. Là, on peut lire tant qu'on veut. Jean-Max, Pag, moi, les gens à l'écoute, on connaît à rien. À rien, ça F1. Là. C'est fou. Moi, tu m'as demandé, explique ça, pourquoi il a bloqué les routes. Frein balancé, ça, quoi? Attends, il nous donnait des informations et c'était du bonbon. On va arrêter de parler de Nico Rosberg parce qu'on pourrait passer beaucoup plus longtemps que ça. Ça ajoute à l'expérience vraiment tout le long du week-end. Et le fait qu'il ait été aussi impartial. On sait que sa relation avec Lewis, pour ceux qui ne le savent pas, Nico Rosberg et Lewis Hamilton étaient des meilleurs amis qui ont couru ensemble depuis les circuits de go-kart quand ils étaient jeunes, jusqu'à ce qu'ils deviennent coéquipiers chez Mercedes, jusqu'à ce que cette fameuse guerre en 2016 entre Nico et Lewis qui a mené au championnat du monde de Nico et qui a tellement vidé Nico Rosberg qu'il a dit « Moi, je suis plus capable d'être en Formule 1 » et s'est retiré à ce moment-là. Et bon, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, ça fait quand même 8 ans de tout ça. Mais le nombre de fois où il a donné les lauriers à Lewis en fin de semaine, qui a parlé positivement de tous les pilotes, qu'il les a critiqués dans certains moments également, moi j'ai trouvé que c'était... Et Lewis aussi quand même aussi là. Oui, il l'a critiqué, mais il a donné ses lauriers quand il fait... Tu sais, à un moment donné, il a dit... of course, quand Lewis partait 18e, on va reparler de ça dans quelques secondes,
Il dit, bien sûr qu'il peut le faire. C'est Lewis Hamilton. Et les gens étaient très surpris d'entendre ça de la bouche de Nico Rosberg qui n'a pas souvent donné des lauriers et des compliments comme ça à son ancien coéquipier, ancien ami. Ouais. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Mais il y a tout avantage à le faire parce que c'était le seul de l'époque hybride qui a réussi à le battre finalement. Sauf depuis les nouveaux changements, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben oui, j'ai eu la même réflexion que toi. Je me suis dit, hey, c'est vrai, c'est le seul homme avec une Mercedes qui a battu ce gars-là. C'est quand même quelque chose. Là. Oui, ce qu'il a accompli, c'est quand même quelque chose. Le seul problème, c'est, je pense, pourquoi il s'est fait détester tant que ça, c'est la suite des choses, là, dans laquelle il en est vanté lui-même à tout le monde. Mais bref, là, il a fait de l'excellent travail. Moi, je souhaite le voir beaucoup plus souvent à la télé. Et même ce qu'il apportait avant le départ de la course aussi, là, c'était très, très bien. Les gars, le temps file très rapidement, mais Mercedes. Question en 3 mots. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bravo à George Russell qui a mené, somme toute, une belle course, qui est resté compétitif. Mais c'est encore la même chose depuis 2 ans. George a certains réglages sur sa voiture et Lewis expérimente, tente d'aller chercher de la meilleure performance. Ça a marché dans la course sprint cette fois-ci. Et lorsqu'il a changé ses réglages, et il a dit que c'était de sa faute à lui, avait essayé des réglages différents, mais même à ça, 18e. Je veux dire, à un certain moment donné, dans la course, il disait, pour les gens qui ne l'ont pas regardé, m'a vous livrer ça, une petite surprise, là. Voyons, je suis pas capable de rattraper la voiture devant. C'est un Alpine! C'est Esteban Ocon! Pas capable de le rattraper! Donc, je veux dire, et il a quand même terminé 9e, finalement. 8e, 9e? Ouais. Dans les points. Je l'ai ici sous les yeux, puis je vous pose la question comme si je ne le savais pas. Terminé 9e derrière Oscar Piastri et devant Nico Hülkenberg. Ben, il a dit que c'est la plus grave erreur qu'il a fait de toute sa carrière en termes de réglage. T'sais. C'est vraiment comme si Lewis était incapable de se contenter de la médiocrité. D'après moi, il a été piqué au vif alors qu'il menait la course sprint puis qu'après Max gagne avec autant de secondes d'avance. J'espère qu'il n'est pas capable de se contenter. Si George est correct, là, rouler 6-7e, là, tant mieux, mon chum. Exact. Mais je suis très content de savoir que Lewis n'est pas content avec ça. 100%. Il va falloir mettre ce débat-là à un certain moment donné. Là, les gens là, qui se gardent sur Internet, là, Lewis is washed, il est terminé. Ben non. Non, excusez, l'année prochaine, moi, d'une Ferrari, là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais oui. Mais pourquoi? Tu sais, ça fait plusieurs qualifs et courses que Lewis tente d'essayer d'autres choses, mais à voiture égale avec les mêmes réglages, je suis encore convaincu qu'il est capable de finir devant Russell. Pourquoi il essaye autant de choses comme ça? Il va finir devant George. Mais, parce que c'est ce qui est arrivé. Mais pourquoi tu veux faire ça? Je comprends pas. Mais Puis, parce qu'il s'en sac de finir 7e. Ça sert à quoi de terminer 7e? mais va chercher des points, là. Arrête de vouloir faire... Jean-Marc, ça sert à quoi? T'es 7 fois champion du monde. Ça fait 50 courses que t'as pas gagné. Après ça, t'es jamais arrivé dans... de te plaindre, tu sais. Ah, mais il s'est pas plaint. Il s'est plaint tout le long. Mais il a dit que la voiture était de la merde, mais que c'est à cause de lui. Oui, je comprends. Puis Nico, il l'a souligné. Je sais juste pas pourquoi il fait ça. Puis je comprends votre point. Nico Rosberg l'a souligné aussi. Là, OK, à un moment donné, il faut qu'il arrête de chialer. Puis, tu sais, vous avez quand même le même char. C'est pas comme si ça faisait 2. Je suis pas en train de chialer contre Lewis. Je vous dis, essaye de finir devant ton Mais gros, tous les choix n'ont pas été... On va commencer sur les softs. On va pouvoir... Et finalement, la voiture qui avait aucune adhérence sur la gomme tendre. D'habitude. Qui a dit, il montait avec les médias, mais là, OK. J'ai adoré le commentaire. Après 2 tours, il dit à Bono. 2 tours. Ouais, ces pneus-là, c'était vraiment de la merde. C'est ça qu'il a dit textuellement. Moi, je suis parti à l'arrêt quand j'ai entendu ça de Lewis. Là. Mais en plus, Après 2 tours, c'est médiane. Enfin, j'ai une voiture. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça vraiment très, c'est très Alex Albon aussi qui a dit en après-course que la FIA avait imposé un taux de pression dans l'air du pneu qui rendait vraiment tous les pneus extrêmement capricieux. Fait qu'imaginez une voiture qui, Mercedes, historiquement, ne sont pas capables de rouler avec une voiture qui est plus haute. Là, étant donné qu'il y a plus de pression dans les pneus, la voiture
année plus haute, incidemment. Puis aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de banking, donc il y a beaucoup d'élévation dans les virages, tu dois aussi rouler plus haut, ce qui pénalise encore plus la Mercedes. Donc, en fin de semaine, tous les problèmes possibles étaient exacerbés pour Mercedes. Donc, malgré ça, tu pars 18, tu finis d'impôt. Oui, et tu finis au deuxième rang de la course sprint. Et ajoute un circuit très technique et une asphalte, le bitume qui a pas été plus ou moins testé et très capricieux. Ouais. Effectivement, là, les pneus, ça a été vraiment difficile ce week-end. Ferrari 4-5, les gars. Je pense que c'est juste circonstanciel du circuit. Ouais. Même McLaren était surpris de aussi bien faire en fin de semaine. Il s'attendait. Lando avait fait un pari avec son ingénieur de course, puis il avait dit, je pense qu'on va terminer à 25 secondes des Ferrari en fin de semaine. Alors, il avait vraiment hautement sous-estimé la performance de sa propre voiture, mais... T'amènes un point qu'on n'avait pas prévu, mais je vais vous poser la question, les gars. C'est pas la première fois qu'on entend ça chez McLaren, dire « on est surpris d'être aussi rapide ». Et on a tendance, je pense, à avoir ce syndrome de l'imposteur chez McLaren et il faudrait peut-être un moment donné poser la question de cette façon-là. Tu usais une expression de mon ami Jean-Charles. C'est à quelle heure qu'on arrête ça? Honnêtement, parce que là, il va falloir, chez McLaren, quand on dit, je vais utiliser une autre analogie de hockey, il faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner, avant de gagner pour vrai. Si McLaren continue à penser qu'ils sont vraiment pas rapides et qu'ils sont pas capables d'être dans la course et qu'ils arrivent avec cette mentalité-là à chacun des week-ends, comment tu veux mettre tes pilotes? Et probablement que je parle complètement à travers mon chapeau, mais moi, ça me fait grincher des dents lorsque j'entends ces commentaires-là. Je fais « Oh mon Dieu, on pensait pas être aussi rapide que ça. Ouais. Oh my God, hey, une belle surprise encore une fois ce week-end. Hey guys, vous êtes top 3 là. Ouais. C'est assez là. » Mais c'est parce que factuellement, dans tous les Grands Prix jusqu'à maintenant, il y avait de la télémétrie qui démontrait que la voiture de la McLaren répondait moins bien aux caractéristiques du Grand Prix de Chine. Puis, ça s'est révélé complètement différemment à cause de la température et aussi à cause des pneus. Donc, c'est pour ça qu'ils misaient de cette façon-là. Ils ne pouvaient pas s'attendre aussi à un désastre aussi grand de Ferrari. Je pense que personne ne pouvait s'y en attendre parce que Ferrari, de nature, a une voiture qui allait bien fonctionner dans un circuit qui avait des virages lents. Et puis, ça a été tout le contraire en fin de semaine. Tu m'étonnes, Greg, de souligner ça. J'avais pas remarqué qu'on se sous-estimait autant dans mes 8000 lectures d'articles. Peut-être que j'ai pas lu les bons, mais Lando Norris... Tu es en train de me corriger à la Nico Rosberg, là. Dans mes 8000 lectures d'articles, j'avais pas eu cette info-là, là, Greg. Du tout. Écoute... C'est que je l'ai manqué, celle-là. Moi, je pense que on s'est habitué au début. Tu vois, il y a des teintes. Tu vas t'envoyer l'insulte Tyrese Maxey si tu continues. Franchement. C'est que moi, je pense que... Ça, c'est j'ai fait mes recherches modernes. Mais en voulant dire... Hey, on m'avait déjà dit ça à un moment donné, j'avais adoré ça. Ah ouais, c'est curieux que tu me parles de ça. Tu sais, dans les 7 livres que j'ai lus sur le sujet, il n'y avait pas cette info-là. Wow! Hey, là, je viens de me faire non, pas du tout. replacer. C'était comme, ça, en fait, ça venait compléter ton info de tantôt de dire on lit tellement d'affaires, on regarde tellement d'entrevues, puis celle-là, je l'ai manqué. Comment ça? Ben parce qu'il y en a beaucoup trop d'informations. Non, mais à chaque fois, on dirait que c'est une boîte à surprise. Les pilotes, Zach Brown. Oh mon Dieu, on pensait pas être aussi bon que ça. Ouais, peut-être que si vous commencez à penser que vous... Tu comprends? Oui. Déjà là qu'on a une progression fulgurante depuis la moitié de la saison l'an dernier, si on se met dans cette mentalité-là doit changer de dire, OK, là, soyons compétitifs, puis allons... Je suis certain que Lando Norris a cette mentalité-là aussi. Là. Il était lui-même tellement surpris en entrevue d'après-course. Il souriait encore une fois avec son sourire de gars de 15 ans, tellement drôle, tout le temps joué. Il était vraiment heureux, là, on s'entend, là. Il y avait Papa Norris, Andrea Stella. Oui, vas-y. As-tu vu ça dans Lando, qui termine 2e, mais qui met la casquette du 3e et s'assit dans la chaise de Max. T'as pas remarqué ça? Assis dans la chaise du numéro 1 avec la casquette du numéro 3, à regarder la fameuse pièce de debriefing. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça hilarant, d'ailleurs, de voir ça. Il est tellement drôle, ce gars-là. Je pense juste que, pour finir mon point, on s'est habitué à se dire, bon, on est 3e, clairement, Ferrari est plus rapide que nous. Ouais. Ça fait comme 4 courses. Fait qu'ils s'attendent à être, dans le meilleur des mondes, 5-6. Ouais. Puis ils ont juste été vraiment surpris, tant mieux pour eux. Là. Puis je pense que ça a aussi à voir, ils savent qu'au Grand Prix de Miami, ils vont avoir des modifications importantes dans leur voiture. Ils ont des mises à jour qui s'en viennent.
Puis ça fait quelques courses qui sont plutôt loin dans le classement, disons-le. Fait que là, ils savent que ça s'en vient. Probablement qu'il y avait comme dans l'expectative de il faut juste survivre à ce week-end-là, puis on a hâte à Miami, tu sais. Mais là, ça va être intéressant la semaine. Mais en tant que fan de McLaren, mettons, t'es un fan de Lando, je suis un fan de Lando, est-ce que vous voulez entendre ça, vous autres, d'une écurie? Ouf, on ne sera pas très compétitif, on va essayer de survivre la fin de semaine. Oh mon Dieu, on était surpris de notre performance. Non. Mais tu sais, je veux dire, Mercedes, aussi pas bon soit-il, on sent qu'on a quand même une volonté. Aston Martin, c'est la même chose. On essaie de trouver des solutions et même si on va terminer derrière, on donne le message qu'on essaie de terminer de devant. C'est la seule chose. Je suis un grand fan de McLaren. Vous le savez, j'adore Zach Brown. Mais j'aimerais ça entendre plus dans les médias, dans ce qu'on livre comme message, qu'on veut être compétitif. On parlait de Ferrari avant de tomber sur McLaren. Des fois, le bonheur, c'est pas si long que ça en F1. Hein. Je veux dire, oui, c'est une fin de semaine difficile pour Ferrari, mais ça a révélé des problèmes qui pourraient poser. On disait, les pneus, depuis le début de la saison, on est capable de les sauvegarder très très bien. Charles Leclerc qui devient le fameux l'homme qui murmurait à l'oreille des pneus. Et là, non seulement le week-end entre les deux pilotes, c'était pas Jojo. Là, Carlos Sainz qui est très agressif. C'est le gars qui a pas de job l'an prochain puis qui veut se prouver et ça paraît. Fais pas ça au détriment de ton coéquipier. Mon chum, à un moment donné... c'est excusé. Oui, avec raison. Mais Charles a été très vocal et il avait raison de l'être également. Ouais. Pensez-vous que ça peut être dangereux ou c'est simplement ce qu'on appelle dans le bon jargon francophone un one-off, cette situation-là chez Ferrari? Oh là là, il reste quoi, 19 courses? Ça va être fascinant de voir ça. Je pense pas que ça va s'envenimer parce que Charles Leclerc essaie de calmer le jeu un peu. Hein. Non, pas la relation avec les deux. La situation avec les pneus, là, ce qu'on avait en fin de semaine, notamment. Je pense que c'est ça va revenir. Je pense que c'est circonstanciel. On en a parlé. Un circuit très technique. L'asphalte, on en a entendu parler. Ça glissait. Moins de grip, excusez-moi, de traction. Je pense qu'ils vont revenir. Ferrari est très, 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 très rapide. D'où aussi peut-être le fait que McLaren était surpris pour vrai. Puis les qualifs chez Ferrari, c'était pas super, mais malgré tout, pas si mal. Au lieu de finir 3-4, on finit 4-5. On a comme fait. C'est pas si catastrophique. On a commis une erreur de jugement parce que maintenant, le règlement a changé. C'est plus les règlements parc fermé entre la course sprint puis la qualification. Donc, les écuries se sont vraiment ajustées, comme Lewis Hamilton a fait après la course sprint. Puis Ferrari a fait une erreur grave parce qu'ils ont perdu aussi de la performance entre la course sprint puis la qualification et la course normale. Donc, c'est une erreur de jugement. Puis on va apprendre de ça, je suis certain, parce que dans le prochain Grand Prix à Miami, il y a une autre course sprint. Puis là, ça va être super intéressant parce que Mercedes puis McLaren amènent des améliorations et on n'aura qu'une seule séance de pratique pour les pas non plus, là. Pour les J'ai hâte de voir les améliorations, moi, chez Mercedes, d'ailleurs. Lando et Fernando, si on prouve un point en fin de semaine, c'est pas le moteur le problème. C'est ça. Le moteur est très rapide, il est très, très puissant, mais on n'est toujours pas capable. On le voit, l'appui aérodynamique, le downforce, on le voit, on le répète, la télémétrie, on le voit. Dans les données qu'on récolte, on ne le trouve pas en piste. Ça vient exacerber ce que tu dis, c'est pas le moteur. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec l'aérodynamisme. Il faut diminuer le drag, la résistance aussi. Il faut trouver des solutions assez rapidement. Là, les gars, c'est l'heure de parler du sujet qui me brûle les lèvres depuis le début de cet épisode. Je le défends depuis des années. Mais ce week-end, le 0 des 0, je suis désolé, c'est Lance Stroll. Et là, on est dans une situation présentement... Aston Martin est le projet le plus sexy en Formule 1. Là. On sait qu'il y a de l'argent. On sait qu'il y a un nouveau motoriste qui arrive en 2026. Tunnel, les nouvelles installations. Pour un pilote, imaginez un Carlos Sainz, peut-être, ça aurait été une opportunité fantastique pour sa carrière de se joindre là. On a décidé de renouveler mon oncle Fernand Alonso, 42 ans seulement, pour plusieurs saisons. Maintenant, combien dans celle-ci il va piloter, puis le reste sera un ambassadeur. Et on a dit que le volant de Lance Stroll n'était pas en danger. Ouais. Ça se traduit pas sur la piste, mais selon tout le monde chez Aston Martin, y compris Fernando Alonso, on est très, très... le fameux feedback que
Lance Stroll, ses connaissances techniques, ce qui l'amène à cette écurie-là, leur permet de progresser. Mais en piste, là, l'erreur qu'il a fait, et là, je vous explique pourquoi j'ai dit qu'il était le zéro des zéros, sur un fameux drapeau jaune, là où il y avait la voiture de sécurité qui était là. Il y a Max Verstappen qui a initié ce fameux ralentissement de tout le monde en rentrant dans la courbe, en allant de gauche à droite pour faire chauffer ses pneus, ce qui, démontre Nico Rosberg, est complètement inutile à basse vitesse, mais continue de le faire quand même, probablement stratégiquement parlant pour lui. A ralenti, ce qui a causé une espèce d'embouteillage que tout le monde freinait. Et Lance Stroll qui a rentré dans le derrière de Daniel Ricciardo, qui a rentré dans celui de Piastri par la suite. Ça a mis fin à la course de Daniel Ricciardo. Et après, Lance qui a traité Daniel Ricciardo d'idiot, traité les autres pilotes d'idiots, a eu sa pénalité de 10 secondes, a dit que c'était complètement ridicule de la part de la FIA, s'est jamais excusé et a jamais pris la fameuse paternité de son erreur, là, a jamais pris l'imputabilité, voilà le mot que je cherchais, de son erreur. Ce qui a fait, je finis mon résumé, je veux juste donner toutes les informations, qui a fait qu'Oscar Piastri, lorsqu'on l'a questionné sur le sujet, dit est-ce que c'est vrai, tout le monde a freiné un dans l'autre, il dit ouais, mais il y en a rien qu'un qui a rentré dans le derrière d'un autre. Et Max Verstappen, qui, ça m'a fait rire, puis pas à peu près, a pas pu se retenir d'éclater de rire en voyant la séquence et s'est reviré pour regarder Lando et Sergio en disant ça, c'était sur la voiture de sécurité. Alors, quand tu as le champion du monde qui dit là, Sergio, qui était très poli, là, Lando qui a viré ça, on dirait moi, puis Daniel Kvyat, il y a quelques années, qui a viré ça en blague, comme il sait si bien le faire. Mais tous les pilotes, ris-toi, mon chum. Là. Tu as une seule occasion de sortir et d'aller dire regarde, sur le moment, sur le coup de l'émotion, j'ai dit que c'était de la faute à Daniel Ricciardo, qui est un pilote, rappelons-le, excessivement aimé et respecté de tout le circuit. C'était de ma faute. Je suis désolé, c'est une erreur de pilotage. C'est ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Là. On se nettoie les mains, puis on dit c'est beau, on passe à la prochaine course. Là, c'est pas le cas du tout. Les gars, vos impressions. En plus, toutes les caméras du monde ont pointé le fait qu'ils ne regardaient pas les voitures devant lui. Au début, dans le feu de l'action, c'était pas ça. Il l'a traité d'idiot et j'ai trouvé que les commentateurs ont été très, très bons de ne pas... Encore une fois, je pense que là, les auditeurs le savent. Je regardais la course sur F1 TV. Peut-être que je devrais mettre un écran sur F1 TV, l'autre sur RDS pour voir ce que Pierre, Bertrand et Patrick en pensent également. Mais les gars ont été très, très diplomates en ne rejetant pas la faute sur personne. En disant, on va regarder c'est quoi. Et c'est Daniel Ricciardo qui a dit, regardez son onboard camera, sa caméra de... Et on voit Lance qui ne regarde pas Daniel Ricciardo, regarde devant dans la courbe. Et lorsqu'au moment qu'il regarde Daniel Ricciardo, il était trop tard, il a rentré dedans. Et Daniel Ricciardo a apporté l'information technique en disant t'as pas le choix de regarder la voiture en avant, tu peux pas dépasser. C'est la seule chose que tu dois regarder, c'est la voiture en avant. Alors il a paru encore plus fautif, mais c'est que oui, puis fautif, ouais, ils savent comment faire des relances depuis qu'ils sont enfants. Il y a des accidents qui arrivent depuis karting qui doivent ralentir et vérifier que la voiture... Parce que l'effet domino, là, les commentateurs ont jeté ça sur l'effet domino pendant la course, mais l'effet domino, il arrive depuis toujours. Puis Daniel était vraiment fâché parce que, justement, Lance blâme la voiture devant lui, mais dans une voiture de sécurité, c'est la nature de la voiture de ralentir le pack. Donc, tu dois absolument... toi, vérifier qu'il ne va pas avoir un effet domino trop grand. Puis effectivement, il a anticipé le départ de la course. Il regardait pour bien accélérer. Puis il n'a pas vu à quel point les voitures devant lui ralentissaient. Puis il est 100% fautif. Puis c'est là que justement, un grand athlète ou une personne plus mature va admettre son erreur. Puis là, le fait qu'il ne soit pas capable d'admettre, c'est là que j'espère qu'à Miami, il va revenir là-dessus parce que là, peut-être qu'il c'est le premier sujet de conversation, je vous confirme. Là. Et là, on est lundi. À voir. Finis ton point, mais on va dire j'espère que ça va être avant. Ben oui, mais c'est parce que souvent, les pilotes n'ont pas nécessairement l'occasion de parler. Il n'y aura pas de conférence de presse. Il peut peut-être sortir un tweet, mais je pense qu'il n'y a pas Twitter parce qu'il se fait trop blaster. Mais sur Instagram. Je veux dire, si tu retires tes médias sociaux,
ou un de tes comptes médias sociaux parce que tu sais que tu subis. Tu sais, il y a 2 pilotes là, en ce moment en Formule 1 qui subissent les fautes des fans qui disent il n'y a pas d'affaire là. Logan Sargent, par manque de talent, c'est qu'il nous prouve depuis. Venez pas me dire que Mick Schumacher ferait pas mieux dans ce char-là. Qui a encore spiné en fin de semaine. Il a fait catastrophique en fait. Ça, c'est l'autre 0, mais qui vaut pas tellement la peine qu'on en parle. Je suis désolé de dire ça, mais c'est ça pareil. Là. Je souhaite le succès d'un pilote américain en Formule 1 pour la croissance du sport. Et Lance Stroll, qui a cette réputation-là du fils à papa, qui manque de talent, qui a pas sa place là, on continue de le défendre. T'en fais une erreur comme ça et t'as pas d'imputabilité. Oui. Je veux dire, malheureusement, Lance, celle-là est sur toi à 100%. Oui, et c'est inacceptable. On se rappelle l'année passée quand il avait bousculé un de ses ingénieurs dans les paddocks. Ça fait 2 fois là, qu'il est comme agressif, même si tu es dans le tort, c'est pas fort. Et quand on dit que Lewis dit « j'ai fait une erreur », il part à rire. J'adore ça. Même Max de 2024, ça serait excusé. C'est pas compliqué, là. Imagine, le nouveau Max. Non, mais c'est ça, ça ajoute au respect qu'on a pour un athlète de dire, regarde, j'ai fait une erreur. C'est ma faute. J'ai gâché la course de 2 pilotes. I'm sorry, guys. Je suis désolé. Puis move on, on avance et on pense au prochain week-end. Je pense qu'il accumule beaucoup de frustration depuis 1, 2, 3 ans. Et que là, à voir les j'espère effectivement qu'il s'est désabonné de ses réseaux sociaux parce que les memes, ce qu'on appelle les genres de blagues sur... memes en français, c'est mème. Ouais. Alors, honnêtement, les mèmes qu'on voit que c'est le fils à papa et tout, puis oh mon Dieu, ça ne doit pas être facile non plus pour lui. J'essaie de le défendre un peu, là, mais quand même, excuse-toi. Et là, maintenant, je reviens sur mon point d'il y a 2 semaines. Oui, c'est vrai, c'est le fils de Lawrence Stroll. Mais si Aston Martin veut devenir une grande écurie et être top 2, top 3, il faut que tu aies cherché d'autres points avec un 2e pilote. Et là, la semaine qui vient de passer, je lis le même article que toi qui dit que... cette fois-ci. Au sein d'Aston Martin... Je suis content que dans les 8000 que tu as vu, celle-là, on soit d'accord. Le input de Stroll est tellement bon pour l'équipe. J'étais comme, wow. J'étais surpris de lire ça, mais en même temps, pas surpris parce qu'il va pas commencer à le bâcher. Non, et mon oncle Fernand, il l'aime, Lance Stroll aussi. Là. Je veux dire, parce que c'est facile aussi. Hey, je sais pas si c'est ça. C'était facile de battre Esteban Ocon, puis il le détestait. Là, je veux dire, Esteban Ocon, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui aimait ça courir avec lui comme coéquipier? Je sais pas. Ça, c'est un autre F1. Malheureusement, je vous le dis ouvertement, je ne suis pas fan. Ouais, et Gasly mentionne dans Drive to Survive, hein? Il lance une pointe, il dit... ils se sont jamais aimés, ces deux. Le karting, il était... le Pierre qui sourit un peu en voulant dire, je ne dirais pas tout ce que je pense, là, mais il était un peu ras. Il y a encore eu un incident entre les deux en fin de semaine, d'ailleurs. Là. Ça a failli dégénérer entre ces 2 pilotes-là. Pauvre Pierre Gasly. Ils sont tellement poches, ils sont tout le temps en train de se chicaner parce qu'ils sont tout le temps comme 17, 18e. Pierre Gasly et Daniel Ricciardo, même combat. Des mauvais choix d'écurie. Imagine, il serait encore chez V-Carb. Il pourrait beaucoup mieux performer qu'il l'a présentement chez Alpine, mais il a fait le choix de sauter dans cette aventure-là. Mais tu sais, on en parle en ce moment. Il y a beaucoup de pilotes qui, par la mauvaise performance de leur voiture, on dirait que leur taux d'appréciation ou leur stock est vraiment en baisse en ce moment. On parle des 2 gars chez Alpine, on parle de Bottas, on parle de... Tu sais, là, Carlos, il va peut-être être obligé d'aller chez Audi, mais Audi... Ouf, ça va être long avant que ça revienne. D'ailleurs, tu nous lances dans ce dernier segment. Ah, j'ai pas fait d'exprès, mais c'était... Mon cher Pag, non pas Processus, parce que Processus est aussi présenté par CarGurus, mais l'épingle, présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur CarGurus, CARGURUS. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, payé. Parlons maintenant des transferts de pilotes pour l'an prochain, parce que là, comme dirait notre ami Chucky ici, ça brosse! Carlos Sainz...
j'ai l'impression que dans les négociations de contrat, là, Son agent. ben, son agent, je parlais pas capable. Là. Tu le vois tout de suite. Je suis certain que ce gars-là, dans les paddocks partout, il est détesté. Et ça me semble être le type de gars, tu sais. Là, on critique, par exemple, le fameux agent de baseball, Scott Boras, là, qui, en jouant la carte du j'attends trop longtemps, je fais monter le stock, je veux trop d'argent, a coûté de l'argent à certains de ses clients, là, plusieurs millions de dollars, des dizaines de millions de dollars. Ça semble être le cas avec Carlos Sainz présentement. Là, tu as joué la carte du je vais attendre, je vais voir. J'évalue mes options. Ouais. Là, Aston Martin est réglé. Exact. Tu t'en vas pas chercher ce volant-là. Là, ce que tu peux faire de mieux. Sauf si Max veut signer. Sauf si Max veut signer avec Aston Martin. Je pense qu'ils vont lui faire une place. Ben non, tu n'auras pas Fernando Alonso puis Max Verstappen chez Aston Martin. Là. Non, mais je veux dire. En enlevant Stroll. Ouais. Je suis pas certain. Moi, je pense que la seule autre option pour Max. Finissons d'abord avec Sainz. Là. Oui. Là, il y a quelques semaines, on disait c'est réglé, il s'en va chez Mercedes. Et là, semble-t-il que rien n'est moins sûr. Là. C'est ce qu'on semble voir à travers les rumeurs. On l'a même dit ici en ondes. Selon plusieurs rapports, le contrat de Carlos Sainz aurait été signé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là. Pourquoi on attend encore? Qu'est-ce qui se passe, tout le reste? Mais... Helmut Marko qui jette un autre pavé dans la mare. Oui, en disant il y a une trop grosse offre de chez Audi. Et ça, c'est l'autre affaire. Christian Horner qui sort et qui dit ben non, ce que le mot t'a dit, c'est complètement pas vrai. Là. On n'est pas. Si on pense que tout est au beau fixe en ce moment chez Red Bull, là, c'est pas du tout le cas. Là. C'est la première fois que je les vois les deux dire quelque chose qui est diamétralement opposé l'un de l'autre. Et Toto Wolff qui profite de ça, lui, il en manque pas une, j'adore ça. Non. Sortez votre popcorn, Toto est en ville. Il dit écoutez, si vous pensez que Max va rester chez Red Bull, il n'y a rien de confirmé à cet effet-là. Là. Et ils font tout pour aller chercher Max. Et il a même dit, c'est ce matin, c'est sorti, il a dit, ceux qui pensent que un pilote, je fais une traduction libre, un pilote va faire sa décision uniquement sur la vitesse actuelle d'une voiture, you are fools. Vous êtes des... Vous vous trompez. Vous mettez le doigt dans l'œil. Tiens, on va dire ça comme ça. Puis, t'as-tu vu le comeback de Christian Horner? Non. La réplique. Il a dit Toto aurait avantage à se concentrer sur les performances de sa propre écurie. Fix your F. Ça, c'est une des meilleures phrases de Drive to Survive dans le meeting. J'imagine juste tout le monde reculer dans leur chaise et Toto dire viens-tu vraiment de me dire ça sur caméra, toi, là? Mais quand Toto se fâche, il se fâche. Hein? On sait qu'ils sont bons amis hein, à l'extérieur des paddocks. Ils se respectent extrêmement. Et tu vois, Toto fait bien d'embarquer dans le jeu parce que Horner, c'est le pire picosseux. Là. Toto s'en vient pas pire. Il a appris Christian Horner, il s'en vient pas pire aussi. Ouais, mais Max, puis là, il parle de Max, on veut attirer Max. Max, la Mercedes va être forte en 2026, il pourrait être intéressé, il ne fait que jeter de l'eau. Mais est-ce que Carlos, en attendant la décision de... Tu sais, je veux dire, si ton contrat il est si lucratif que ça chez Audi, là, qu'est-ce qui fait que tu hésites? C'est ça. Tu sais, si tu crois au projet, ton papa est là, tout ça, qu'est-ce qui fait que tu signes pas? Bon, moi, c'est la première question. Là. Oui, vas-y, deuxième. Si on t'offre le deuxième volant chez Red Bull, tu as quand même la meilleure voiture sur la piste. Oui, et peu importe, tu sais, là, on dit, il veut pas aller jouer les seconds violons chez Red Bull. Tu as davantage à y aller, mon chum, si tu penses que Max Verstappen va partir. Tu as juste à être patient une autre saison. Que ce soit Audi ou Red Bull, tu vas te ramasser comme premier pilote si Max part dans une des deux écuries, peu importe. Mais si tu veux être champion du monde, puis tu peux pas aller chez Ferrari, essaye de le devenir chez Red Bull. Au moins, joue la game, va te mesurer au meilleur avec la meilleure voiture. Tu veux être champion du monde. Attends, let's go, man. Là, il a gossé. Audi lui avait dit tu vas jusqu'à la mi-avril pour signer. Évidemment qu'ils vont être patients. Là. Et là, Aston Martin... Fernando, ça m'a surpris qu'il re-signe aussi rapidement. Fernando, on en parlait. Ministère de la Défense. Mais Fernando, il a raison. Il a fait la même chose qu'il fait en piste. Il est allé couper l'herbe sous le pied de tout le monde et a pris les devants, puis lui a contrôlé son destin comme Lewis l'a fait. Lui, il n'a pas attendu les négociations. Mais c'est ça, d'ailleurs. Tu as deux grands champions du monde qui ont fait ça. Eux autres, ils ont signé.
T'attends quoi, Carlos? Il reste quoi, là, finalement? Mais les gars, T'attends quoi? Tu veux-tu vraiment... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux assurer que tu as une voiture rapide ou tu vas aller chercher plus de millions Ben, c'est ou tu vas aller exactement bâtir un projet? Il y en a des vous feriez quoi, les gars? T'as Audi qui te déroule le tapis d'or, mais tu sais que tu as des bonnes chances d'être dans le fond de la grille pour un bon 5 ans encore. Fait il va aller cacher in pour finalement avoir 1, 2, 3, 4 années de misère à ne pas être premier, deuxième ou troisième. Puis il n'y a rien de garanti que ça va te mettre au devant, là, ce projet-là. Là. Non, exact. Il n'y a rien de garanti que tu vas aller gagner une course avec ça. Là, Puis il n'y a rien de moins sûr que Red Bull va être dominant dans les prochaines réglementations. Ford, on le sait pas. Parce que les moteurs Ford, exact, ils ont Mais aucune preuve. fais un choix. Mais T'sais, c'est Ford, c'était mais pas. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu veux gagner maintenant? Tu veux un projet à long terme ou tu veux aller chercher le plus de millions possible? fait Tu as longtemps. 3 écuries présentement qui te courent après. Là. Ils attendront pas ad vitam aeternam. Là. Il y en a pas juste 19 autres. Il y en a pas mal plus d'autres pilotes qui veulent aller prendre ton siège. Et sais-tu quoi? Le deuxième siège chez Red Bull, là, tu peux le donner à n'importe qui ça grille. On parlait de Bottas, on parlait de Gasly. Pas mal sûr qu'un Gasly plus mature, tu peux le ramener dans cette voiture-là. Un Bottas, tu le mets chez Red Bull demain matin, là, aïe aïe. T'sais, je Ça peut être surprenant. pense qu'il veut rester là à long terme. Là. Lui aussi, le projet Audi, t'sais, et c'est tout un pilote qui peut amener énormément d'informations pour faire grandir cette écurie-là aussi. Un Albon qui devrait vouloir aller chez. Albon peut y taille. retourner également. Taille avec le propriétaire Taille qui a 51%, on en parle. On l'a déjà essayé, cette formule-là, mais on a été extrêmement impatient avec Alex Albon, comme on l'a Il était été beaucoup plus jeune maintenant. avec. beaucoup t'sais, plus Il y a d'expérience. Yuki qui peut y aller également. Donc, attends pas que ce deux. Ben, il y a Checo qui peut rester là aussi, là. Ouais. En bon deuxième, en bon valet, qui amène les performances présentement. Non. Non, ça. J'ai pas dit que c'était mon choix. Rassuré, mais oui. J'ai dit que c'est pas mon choix. Vous connaissez mon opinion sur Checo. Oui. Je suis certain que je m'entendrais très, très bien au niveau personnel avec lui. Est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure personne? Ça a l'air qu'il est super drôle, hein? Ben, c'est sûr. Et maladroit et super cool, mais Vous avez compté que la dernière fois que j'étais allé au Grand Prix de Montréal, c'était en 2022. Son père est arrivé dans l'épingle, justement, dans les stands, dans l'épingle, dans les estrades comme ça. Tout le monde s'est levé, allait prendre des photos avec le père de Checo qui riait, prenait des photos, prenait le monde par le cou comme ça. Wow. C'est sûr que Checo est un bon gars, c'est certain. Mais revenons à ça. Je comprends Max d'attendre pour prendre une décision. Ça, c'est tout à fait correct. Mhm. Mais Carlos se doit de prendre sa décision le plus rapidement Il y possible. a une autre donnée qui nous manque, c'est quelle est la durée de l'offre du contrat de Mercedes? Est-ce qu'on attend juste Antonelli? ben, c'est sûr. Tu sais? Ben, eux autres, ils ont dit qu'ils offraient 1+1. C'est la même chose qu'on offrait. On semble tout mettre dans le même panier pour Kimi Antonelli chez Mercedes. Oui, c'est ça. On offrait ça à Lewis aussi. Et ce serait normal pour Sainz de ne pas vouloir aller là, vu cette tangente de dire on aime Russell puis on veut juste Kimi Antonelli. Donc, il est un peu... excusez-moi, il est un peu baisé. Mais il y a tellement... il y a tellement d'infos... bout des lèvres. Un peu baisé. Mais il y a tellement d'infos qui nous manquent aussi. Peut-être que Carlos a pris sa décision depuis longtemps. Il se dit... Ça serait Non, sorti. non, j'ai des dizaines de millions et des centaines, ça va bien. Là. Moi, je veux gagner. Par contre, je ne sais pas si je veux gagner avec Mercedes. Qu'est-ce qui va arriver en 2026? Ils veulent faire de la place à Kimi. 1. 2. Je veux aller me frotter à Max puis finir deuxième. Puis bon, peut-être que ça ira pas bien. J'ai entendu des histoires sur Max. OK. 3. Il y a un volant disponible chez Aston Martin. Peut-être que depuis le début, on priorise Fernando, puis Sainz, ce n'est pas une véritable option non plus. Ben, Aston Martin, on dit qu'on qu'on Ferrari, puis 5, Audi, ça va être long en tabarouette. Il est un peu, tu sais, il est fourré, excusez. Ben non, mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. Mais pour moi, il y a 3 options viables pour Carlos Sainz. T'embarques dans le projet Audi avec ton papa. Je m'en allais descendre. Voilà. On va descendre ce premier-là. Sainz, là, je suis tout perdu où est-ce que je m'en allais. T'embarques dans le projet Audi avec ton papa à long terme. Ouais. Tu vois où est-ce que ça va. Mercedes, tu embarques dans ce projet-là. Tu sais, Mercedes, oui, là, présentement, ça va pas bien. Mais je pense que c'est un projet viable à long terme aussi. Et dire, je veux pas 2 ans de contrat. Ben, peut-être qu'il faudrait que tu les prennes si tu veux gagner en 2026. Mais 1+1, ça veut surtout dire 1, à mon avis. Ou Puis embarque mis sur toi. dans le deuxième siège chez Red Bull. Et s'il y a un gars qui, selon moi, mentalement, est capable de tenir ce deuxième siège-là et tenir tête à Max Verstappen,
c'est Carlos Sainz. Et même si l'écurie priorise Max, à ce moment-là, tu vas prouver que tu es rapide et on va savoir ça dans tous les paddocks. Ouais. On va savoir que la décision, c'est une décision d'équipe. Tu gardes ton stock très, très, très haut, ta valeur très, très, très haute et on verra où est-ce que ça peut t'amener. Il y a ton narratif aussi que tu ramènes souvent là, dans Paddock qui dit que... Que le stock de Max, la valeur de Max, elle sera jamais considérée aussi haute, un peu à l'image de Sébastien Vettel, s'il remporte tous ses championnats avec Red Bull. Puis là, ce narratif-là, il commence à naître aussi chez les diffuseurs. Donc, ça veut dire que ça jase beaucoup dans les paddocks. Donc, ça veut dire que c'est sûr que Max y pense. Donc, de se mettre les pieds chez Red Bull en ce moment, c'est peut-être pas un gage de compétition directe avec Max Verstappen à long terme. Donc, à mon avis, si tu négocies avec Red Bull, comme tu dis, prends un petit peu moins d'argent, signe avec Red Bull. Je suis certain que Max part de chez Red Bull. T'as-tu des infos? J'ai aucune info, tu mais... Tu penses qu'il s'en va? OK, mais quand et pourquoi? Si c'est pas en 2025. Triggered, c'est en 2026. Je souris. Non, mais regardez, revenons là-dessus pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents. Là. Revenons là-dessus. Qui sont les meilleurs pilotes de l'histoire? Ben, Lewis. OK. Est-ce que Lewis a gagné ses championnats où? Ben, Mercedes. Et le premier, c'est où? McLaren. OK. Le deuxième? Mercedes. OK. Est-ce que Mercedes était rapide lorsqu'il est arrivé chez Mercedes? Non. Voilà. Après ça, ou égal à ça? Senna, qui est Michael Schumacher. Michael Schumacher, premier championnat. Benetton, oui. C'est en allé chez Ferrari, une grande écurie qui l'a ramené au top, a remporté la majorité de ses championnats là-bas. On les voit, ces deux gars-là, comme deux des trois plus grands de la Formule 1. On ne commencera pas le débat aujourd'hui, là. Qui est le plus grand dans tous ceux-là. Puis le troisième, sur le mont Rushmore, non, c'est Senna. C'est ces trois-là qui sont les meilleurs également. Je veux dire, tu dois participer à un projet. On doit te voir. Oui, Max est impérial présentement. Il a la meilleure. J'ai vu quelqu'un qui l'a comparé à Tom Brady en ce moment. C'est ça que j'aime pas des fois. Là, les fans partent en peur. Là. Max Verstappen est l'équivalent de Tom Brady au football. Non. Max Verstappen est l'équivalent de Patrick Mahomes présentement au football. Quand tu auras le nombre de bagues, le nombre de championnats que Lewis et Michael ont, on pourra te comparer à peut-être le Tom Brady, on verra, mais pour l'instant, tu es encore très jeune. Tu n'as même pas la moitié des championnats de ces deux gars-là. Bref. Alors, je suis certain que Max, dans sa tête, lui, se dit qu'il veut se retirer comme étant dans les meilleurs de l'histoire. Tu sais, au début, il dit « Ah, ça m'intéresse pas. » Mais peut-être que finalement, tu sais, te rendre compte qu'être 30 secondes en avant de tout le monde, de ne pas avoir de course et de voir que tu ne reçois peut-être pas autant d'amour que tu devrais recevoir et de laurier que tu devrais recevoir, que ça va changer peut-être un petit peu. Irait-il? Mercedes! C'est Mercedes. C'est là qu'il faut que t'ailles. C'est là qu'il faut que t'ailles. C'est Russell, fait que ça va être Kimi et Max Verstappen. Ça va être Max Verstappen, Kimi Antonelli. George Russell, je suis désolé, ne sera jamais champion du monde. Ouf. Oh, les statements, ça n'arrête plus. Je pense qu'il reste... Vous allez me dire que ce que vous voyez en ce moment, là, George Russell va être champion du monde. Ah, ben, il y a la voiture. Il se contente d'être 7e. La voiture n'est pas bonne. Il se C'est un contente très bon pilote quand même. d'être 7e. Oui, mais la voiture est poche. Je vais me répéter. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, George? Je pense que... On va revenir au début de l'épisode. Là. Il y a 50 minutes. Là. T'as un de tes pilotes qui fait tout pour tenter d'aller chercher n'importe quoi pour gagner. T'as l'autre qui dit non, moi, je sais, là, je caricature. Il y a peut-être des fans de George Russell qui sont en train de serrer leur volant en ce moment. Mais non, mais tu regardes ça. Si c'est pas Max qui gagne, c'est pas Lewis, tu vas venir me dire que George est capable d'aller battre Lando, Charles, d'aller battre même Oscar Piastri. Carlos Sainz. Ce talent, là. Je dis pas que c'est sûr qu'il le battrait, mais je serais curieux de voir ça. C'est ce que je dis. Moi, je suis déçu depuis que George Russell est arrivé chez Mercedes. On pensait qu'il faisait partie des deux talents. On se disait futur champion du monde. Incroyable. Je suis déçu et je ne crois pas qu'il a ce qu'il faut.
Hey, pour que je dise que. On ne le saura pas cette année. Et je dis la même chose de Charles Leclerc. J'adore Charles Leclerc. Je dis la même chose, vous le savez. Mais je mets Charles Leclerc en avant de George Russell. Ben, ça, c'est sûr, là. Bon, mais Charles Leclerc aussi, mais je sais pas. Le talent, mais c'est parce que si t'as pas de voiture, c'est facile à dire aussi. C'est ça que je dis, tu sais. Je pense que George. Champion du monde. C'est comme Carey Price qui joue avec le Canadien, puis il y a une saison, il y a eu un joueur qui a eu plus que 80 points. Tu peux pas gagner de Coupe Stanley, là. C'est une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais je veux dire, quand tu es dans une écurie puis une voiture qui fonctionne pas, c'est dur de dire que tu seras jamais champion du monde. Leclerc a la deuxième meilleure voiture sur la grille et arrive constamment, entre guillemets, derrière Sainz. Juste depuis cette année. Ben, fin d'année passée aussi. Fait que là, on se dit, mais Sainz, c'est meilleur. Tu sais, on a une comparaison. Dans ce cas-là, Russell, en tout cas, bref, une voiture qui fait pas l'affaire. C'est facile. Chandail? Qui sera jamais champion? Non, le pari va se résoudre dans bien trop longtemps. Non, parce qu'il sera sûrement... Chandail, Big, chandail. T'en allais dire quoi, là, pour fendre le débat en deux, là? Fends-moi ça, ce débat. Mais c'est parce que... Il met fin au show aussi. OK, ben, je pense que George a le talent pour réaliser d'être champion du monde. Je sais pas si... le genre. Non, mais c'est parce qu'il faut que je change de mentalité. Il a le talent pour le faire, mais la mentalité doit être à la bonne place. Puis en ce moment, il nous démontre pas qu'il a la mentalité pour être un champion. Cependant, je place aussi Leclerc devant Russell. Ouais. Et je place Lando devant Leclerc et Russell. Et je place Max et Lewis devant ces trois pilotes-là encore. Je pense pas que Lando est devant Leclerc. Ce sera un débat qu'on aura après Miami en espérant que ça finisse mieux que la dernière fois pour Lando. Oui. C'était bien l'année passée qu'il avait son casque en ballon de basketball puis qu'il avait fini pas mal en basketball. On lui souhaite une meilleure fin. On se retrouve après Miami, les gars, dans 2 semaines. Yeah. Oui. C'est bien ça. D'ici là, portez-vous bien. Toi aussi. Faites attention à vous. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute de cette... c'est l'épisode quoi, là? 5 de l'épingle. Et on se retrouve dans 2 semaines. Prenez bien soin de vous. Cue musique.